du côté de la Chine, qu'on ne craint pas, qu'on veut discuter avec les États-Unis, mais surtout qu'on ne craint pas économique si cela s'imposait. D'ailleurs, un certain nombre de mesures ces jours-ci pour montrer clairement qu'elle était prête à des tensions lancées par d'ailleurs entraîné une sorte de folie sur. On avait vu notamment financière, notamment aux États-Unis, également à travers le monde. Alors, est-ce qu'on peut espérer ou alors est-ce qu'on peut annoncer qu'il y aura accalmie et qu'on pourrait, qu'on pourrait avoir espoir d'une sorte de retour à la normale entre la Chine et les États-Unis? Nous allons tenter de comprendre avec notre invité installé en multiplex. Le docteur Achille Eke est installé voilà, donc en multiplex depuis les États-Unis. On vous retrouve, docteur Eke. Merci à vous d'être là en direct. Bonjour, merci infiniment, Monsieur Fondok, pour cette invitation. Je suis ravi de pouvoir retrouver, n'est-ce pas, le panel d'Afrique Média après un moment de hiatus. Voilà, merci pour l'invitation. Et voilà donc, docteur Eke, vous avez suivi la dernière déclaration à la Maison-Blanche. On dit qu'on est prêt à négocier avec Pékin. D'ailleurs, on revoit un peu à la baisse dans de nombreux secteurs les 145% de droits de douane qui étaient imposés à la Chine. Alors, est-ce qu'on va dire que du côté des États-Unis, on fait un peu volte-face? Est-ce que il était important pour les Américains de passer par cette accalmie-là? Ben écoutez, je pense que la guerre commerciale qui oppose, n'est-ce pas, les États-Unis à la Chine, qui a été déclenchée par le président Trump à son arrivée, n'est-ce pas, a franchi un seuil inédit, n'est-ce pas, en quelques semaines, une surenchère de tarifs, n'est-ce pas, des tarifs douaniers a transformé complètement les échanges entre les deux puissances économiques, n'est-ce pas, que sont les États-Unis et la Chine. Et donc, entre ces puissances économiques, n'est-ce pas, c'est un peu devenu, n'est-ce pas, un champ de bataille, n'est-ce pas, où chaque camp tente de faire plier l'autre à coup de taxes, n'est-ce pas, qui sont certainement prohibitives. Alors, vous avez parlé de 145%, n'est-ce pas, sur les produits chinois, n'est-ce pas, qui vont entrer aux États-Unis. Et la Chine a également imposé 125% sur les biens américains qui entrent en Chine. Alors, c'est une escalade qui est loin d'être un simple bras de fer, n'est-ce pas, et qui véritablement menace l'équilibre de l'économie mondiale et révèle donc les limites, n'est-ce pas, d'une stratégie qui a été fondée sur le repli sur soi, n'est-ce pas, comme les États-Unis, n'est-ce pas, le souhaitent, notamment avec l'administration Trump, n'est-ce pas, et la confrontation. Alors, Donald Trump justifie cette guerre, n'est-ce pas, par la nécessité, d'après lui, de rééquilibrer les échanges, n'est-ce pas, de rapatrier, n'est-ce pas, les industries qui se sont exportées vers la Chine et enfin de défendre, n'est-ce pas, les travailleurs américains, d'après lui. Mais la réalité est évidemment plus nuancée parce qu'effectivement, le coût pour l'économie américaine est très prohibitif et se chiffre déjà à des centaines de milliers d'emplois qui sont menacés, n'est-ce pas? Et certainement, on parle d'une baisse, n'est-ce pas, d'environ 0,65% du produit intérieur brut américain de façon anticipée. Alors, c'est également une hausse des prix pour les consommateurs qui va bientôt se ressentir parce que vous savez, entre le moment où la décision est prise et le moment où l'impact, n'est-ce pas, se fait sentir au niveau des consommateurs, il y a un lag et ce lag-là va bientôt arriver parce que beaucoup de containers qui étaient partis de la Chine, certains ont été abandonnés, d'après ce qu'on dit. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, les Américains vont voir leur pouvoir d'achat,
n'est-ce pas, à rogner, n'est-ce pas, par l'augmentation des coûts à l'importation qui certainement va véritablement faire mal. Alors, ne parlons pas parlons des marchés financiers. Les marchés financiers ne s'y trompent pas du tout. On voit une volatilité accrue, n'est-ce pas? Également, qui au niveau des marchés, les indices boursiers chutent de façon vertigineuse et les grandes entreprises, n'est-ce pas, les GAFA, comme on dit, comme Apple, voient leur valeur s'effriter au fur et à mesure que, n'est-ce pas, que cette incertitude perdure. Donc, véritablement, on peut dire qu'effectivement, il y a de quoi s'inquiéter sur l'économie mondiale avec cette guerre, n'est-ce pas, des tarifs. Mais le repli de Trump, comme vous avez signalé tout à l'heure, Trump qui essaie, n'est-ce pas, de rebousser chemin en annonçant qu'il y a des négociations avec la Chine et la Chine qui réplique qu'il n'y a aucune négociation avec les États-Unis. Alors, ça montre qu'effectivement, la Chine a été bien préparée parce que rappelez-vous, le premier mandat de Trump, c'est pendant ce mandat que, n'est-ce pas, la Chine, les premiers tarifs ont commencé à affecter la Chine. Et donc, la Chine s'est préparée de façon certaine et est prête, n'est-ce pas, d'après, n'est-ce pas, ce qu'on entend du côté de la Chine, à pouvoir faire perdurer cette guerre entre ces deux pays-là. Donc, Trump sent effectivement que la Chine est bien préparée et donc est prête à aller pour le long terme, comme on dit. Donc, ça fait que ce que Trump attendait en termes de la Chine, n'est-ce pas, qui devait venir se prosterner devant les États-Unis pour prier les États-Unis de lever les sanctions ou alors les tarifs, eh bien, ce résultat-là, il ne le voit pas. Et tout au contraire, de l'autre côté, on ne s'intéresse même plus aux États-Unis, on s'intéresse, n'est-ce pas, au marché asiatique. Le président s'y était en tournée dans la zone, n'est-ce pas, pour rencontrer les autres pays et pour, n'est-ce pas, faire valoir n'est-ce pas, ses avantages par rapport n'est-ce pas, au commerce dans la région, comparé au commerce avec les États-Unis qui devient de plus en plus incertain. Et donc, docteur Eke, on comprend très clairement que les Chinois se sont préparés à longtemps à l'avance, mais peut-on dire de même pour les États-Unis? Donald Trump est arrivé étant déterminé, il était tout à fait très précis quand il prenait ses mesures, en annonçant que cela allait permettre de soigner cette économie américaine. Mais comme toute guerre doit toujours se faire par une énorme préparation, est-ce qu'on peut affirmer, au vu des capacités, notamment en termes de réaction des États-Unis dans les différentes confrontations, est-ce que réellement les États-Unis étaient préparés? Ah, mais écoutez, si vous voulez faire la guerre et que vous n'avez pas assez de munitions, on a déjà vu ce film-là où, en Ukraine, on a vu ce film en Ukraine, exactement le même scénario, mais alors sur le plan militaire, exactement le même scénario. On s'est dit, la Russie, on va étouffer son économie et elle va venir en rampant, elle va venir pleurer, n'est-ce pas, supplier les États-Unis et l'Europe en rampant. Mais c'est quelque chose de fascinant, hein. Franchement, c'est ce que la Russie a fait à l'Europe, ou plutôt à l'Occident, c'est la même chose que la Chine fait à l'Occident aujourd'hui. Ces deux pays se sont préparés à toutes les éventualités et on voit qu'effectivement, ils avaient anticipé ces attaques, ils avaient anticipé tout ceci et ils sont prêts. Alors, les États-Unis, ils se rendent compte que, mais écoutez, c'est les États-Unis qui ont plus besoin de la Chine parce que les consommateurs américains, le déficit commercial dont parle Trump, c'est quoi? C'est que la Chine a des produits de bonne qualité qu'il offre à tout le monde entier à des prix raisonnables. Et les États-Unis n'ont plus d'industrie. Donc, les Américains achètent plus, n'est-ce pas, à la Chine que la Chine n'achète aux États-Unis. C'est normal, puisque les Américains, les Chinois, tout ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est le marché des semi-conducteurs. Ce sont ces éléments-là n'est-ce pas, de la technologie, de haute valeur ajoutée, de l'intelligence artificielle. Ce sont ces éléments-là qui intéressent la Chine. Or, depuis un certain temps, avant l'arrivée de Trump, le président Biden a également mis des sanctions sur n'est-ce pas, les puces américaines, n'est-ce pas, qui pouvaient aider, n'est-ce pas, aider la Chine à compétir. Donc, la Chine devait acheter ces puces-là, n'est-ce pas, à des prix, n'est-ce pas, exorbitants. Mais ils ont également mis des sanctions par rapport à ça, ce qui fait que ça a réduit, n'est-ce pas, la valeur, n'est-ce pas, du commerce
entre la Chine et les États-Unis. Ça, c'est un point. Et donc, ça fait qu'effectivement, quand Trump arrive, il se dit, mais il y a un énorme déficit commercial entre nos deux pays, mais un déficit commercial, ce n'est pas nécessairement structurel, c'est simplement parce que sur le plan du marché, eh bien, il y a quelqu'un qui a plus besoin de produits d'un autre, c'est tout simplement par rapport à l'autre. Et donc, Trump prend ça et se dit, non, il faut équilibrer les choses, mais vous allez équilibrer, que la Chine n'a pas besoin de vos produits. La Chine, aujourd'hui, le secteur de l'intelligence artificielle sur lequel la Chine, n'est-ce pas, achetait les éléments aux États-Unis, eh bien, depuis que les États-Unis ont bloqué, n'est-ce pas, cette opportunité-là, les Chinois eux-mêmes fabriquent leurs propres puces aujourd'hui et ils sont concurrentiels, n'est-ce pas, avec les puces qui sont produites par, n'est-ce pas, les entreprises américaines ou alors les entreprises qui servent le marché américain, n'est-ce pas? Donc, c'est ça qui montre qu'effectivement, lorsque vous voulez faire du mal à quelqu'un, eh bien, la personne, au lieu de venir en rampant, se débrouille à pouvoir trouver des solutions. Et c'est ce qu'il nous faut également en Afrique. C'est-à-dire que c'est une leçon que nous devons apprendre. Il ne faut pas toujours, lorsqu'on sanctionne un pays, qu'il commence à négocier. Non, il faut se débrouiller et voir quelles sont les possibilités que nous avons à pouvoir, n'est-ce pas, nous sortir de cette situation sans avoir recours, n'est-ce pas, à ce pays. Et donc, éviter le chantage. Donc, c'est ce que la Chine a fait. Et aujourd'hui, la Chine est concurrentielle par rapport aux États-Unis sur tous les aspects, absolument tous les aspects. Et donc, ça pose un problème pour la supériorité technologique américaine que souhaite le gouvernement Trump, l'administration Trump. Et donc, on se rend compte que les États-Unis, vu cette situation, eh bien, ils sont dans l'incapacité de faire infléchir ou de faire marcher la Chine comme ils veulent. Alors, l'impact au niveau des États-Unis, c'est quoi? Eh bien, comme je dis tantôt, on annonce une probablement récession, c'est-à-dire une diminution d'environ 0,65% du produit intérieur brut américain d'ici la fin de l'année. Si ces tarifs ne sont pas, n'est-ce pas, ne sont pas levés de sitôt, il y a la menace également au niveau de l'emploi. C'est-à-dire qu'on parle d'environ, on évalue environ 600 000 emplois à temps plein qui risquent d'être perdus, n'est-ce pas, par rapport à ces décisions. Et lorsqu'on prend une décision comme celle-là, n'est-ce pas, de frapper des tarifs aussi prohibitifs que cela envers un pays qui est vraiment la source de de tous vos produits, n'est-ce pas, aujourd'hui dans le monde, eh ben, on peut pas, même si demain Trump décide d'annuler tous ces tarifs, de les remettre à zéro, eh ben, il y aura un impact nécessaire sur l'économie américaine. Et puis, sans compter le désastre au niveau du trust, comme on dit, c'est-à-dire de la confiance dans les affaires avec les États-Unis qui sera, n'est-ce pas, catastrophique pour les États-Unis parce que avec un gouvernement qui est absolument incertain, qui n'a pas véritablement d'objectif fixé parce que les Japonais sont venus négocier et ont posé des questions spécifiques aux Américains, qu'est-ce que vous voulez exactement? Personne n'a pu exactement articuler qu'est-ce que les États-Unis veulent. Puisque vous voulez attaquer la Chine, mais vous attaquez tout le monde entier en même temps. Quel est l'objectif de cela? Ça n'a pas de sens. Vous voyez? Et donc, alors, les États-Unis se sont rendus compte qu'effectivement, lorsque les bourses ont commencé à péricliter, on s'est rendu compte très vite que eh bien, les taux d'intérêt, n'est-ce pas, des bons du trésor que détiennent le Japon, qui est le premier pays au monde à détenir la dette américaine, et la Chine, n'est-ce pas? Alors, cet intérêt a commencé à augmenter. Hein, alors que normalement, quand les marchés financiers tombent, eh bien, le marché des obligations quand même reste, n'est-ce pas, le seul marché où les gens se réfugient. Mais dans ce cas, si on s'est rendu compte qu'évidemment, le marché des obligations également tombait, et donc, les taux d'intérêt, n'est-ce pas, de la dette américaine a commencé à augmenter et a atteint peut-être environ 4,5%. Peut-être même récemment, c'est monté à 5%. Ce qui fait que c'est devenu très inquiétant parce que la dette américaine que nous connaissons tous, environ 36 000 milliards de dollars, c'est une dette qui est catastrophique. Alors, si on laissait cette taux d'intérêt continuer à monter, ça devait être catastrophique. Ce qui fait que les États-Unis ont décidé de changer, n'est-ce pas, de mettre une pause, comme ils ont dit, mettre une pause sur toutes ces dettes, sur tous ces tarifs, pardon, sur tous les pays dans le monde, mais gardent les tarifs de la Chine jusqu'à présent et veulent forcer la Chine à venir négocier. Ce que la Chine
leur rétorque carrément, nous ne sommes pas prêts à venir négocier avec vous, on n'a même pas l'intérêt à venir négocier. Et voilà, donc c'est un peu une situation difficile pour l'administration Trump. Le principal argument évoqué par les experts de Donald Trump était celui des semi-conducteurs, loin en ignorant certainement que le projet RISC, le fameux semi-conducteur RISC qui avait été lancé aux États-Unis, notamment à l'université, je crois, de Californie, avait par la suite, parce que voulant échapper au contrôle du gouvernement américain, avait trouvé refuge en Suisse et était en open source pour tous les pays du monde entier, tous les opérateurs qui souhaitaient l'améliorer. C'est d'ailleurs ce que les Chinois ont fait. Aujourd'hui, ils ont leur propre microprocesseur, RISC-V, je crois, ou bien un peu plus, qui fait qu'ils sont capables aujourd'hui de développer toutes les technologies qu'ils souhaitent sans toutefois repasser par les producteurs de semi-conducteurs qui sont contrôlés par les puissances occidentales. Alors, est-ce qu'on va dire que jusque-là, malgré tout, on va parler d'impréparation des États-Unis et d'une guerre, malheureusement, qui a été lancée sur une pure base spéculative en espérant que les autres allaient se coucher? Ben oui, je te dis que ce même scénario qu'on a observé pendant la guerre de l'Ukraine. Vous vous souvenez que le ministre français avait annoncé à la télévision, au journal de 20 heures, qu'il allait, n'est-ce pas, détruire l'économie russe. Il avait annoncé à grand renfort de télévision et de pompes, etc. Et à la fin, ils se sont pris cela à la figure. C'est exactement ce qui se passe avec les États-Unis aujourd'hui avec la Chine. Vous voyez, lorsque vous ne connaissez pas les forces de votre adversaire et que vous présumez que si vous lui faites, si vous posez un certain acte et que cet acte va nécessairement le détruire et qu'il se trouve que cet adversaire s'était préparé n'est-ce pas, à l'avance, eh bien, vous prenez ça à la figure. C'est ce qui se passe avec Trump aujourd'hui. Trump est complètement, toute l'administration est en débandade aujourd'hui. Les informations sortent de partout. On ne sait plus qui dit la vérité. Trump dit qu'ils sont en train de négocier avec la Chine. La Chine dit non, on ne négocie pas avec vous. En même temps, le ministre des Affaires, le ministre des Finances, le Treasury, le secrétaire d'État au Trésor, dit que non, c'est pas ce que Trump dit, il interprète de sa façon pour essayer de faire comprendre que c'est la Chine qui doit d'abord commencer à diminuer ses tarifs avant que les États-Unis diminuent. Et il y a tout un désordre. On a décrit l'administration Trump comme, n'est-ce pas, un environnement où les gens courent pour aller rencontrer Trump. Chacun a son, le premier qui arrive et qui parle à l'oreille de Trump, c'est lui qui gagne la journée ce jour. C'est assez intéressant ce que j'apprends ici. C'est-à-dire que ils sont dans le bureau ovale. Lorsque quelqu'un sort, lorsqu'il y a un expert, par exemple, qui sort pour aller, je sais pas trop quoi, faire quoi que ce soit, et pendant qu'il sort, il y a quelqu'un d'autre qui va aller murmurer à l'oreille de Trump. Lui, ne fais pas ce que je dis, ça va être un désastre, fais ce que je te dis, fais comme ça, fais comme ça. Et c'est comme ça que ça se passe. Lorsque l'autre arrive, il change de version. Bref, c'est une administration qui est complètement dans la cacophonie. On ne comprend vraiment pas les objectifs de cette administration. On ne comprend pas où est-ce qu'ils veulent en arriver, les objectifs clairs, et les partenaires sont complètement confus. Tout le monde entier est confus quant aux décisions de Trump, les décisions qui sont émotionnelles, évidemment. Ils pensent que lorsqu'il y a une différence entre n'est-ce pas, les transactions financières entre deux pays, entre les États-Unis et un autre pays, ça veut dire que les États-Unis sont perdants nécessairement. Non, ce n'est pas vrai. Donc, il faut regarder tous ces aspects-là. Et lui, il a un élément, évidemment, qui est politique, qui est plus important pour lui, c'est de satisfaire son audience, n'est-ce pas, les gens qui l'ont élu. Et donc, il essaie de continuer à maintenir la flamme du fait que, n'est-ce pas, c'est grâce à son arrivée que, n'est-ce pas, le pays va redevenir great, comme ils disent, n'est-ce pas, dans leur slogan, great again. On ne sait pas quand est-ce que le pays a été great, mais dans sa tête, il a certainement un point de référence par rapport à cela. Mais ce qu'on observe dans le monde, c'est que le monde a rejeté complètement ces tarifs. Même les voisins américains, le Canada, le Mexique, tous ces pays-là rejettent, n'est-ce pas, ces tarifs-là, et qu'on commence déjà à nouer des partenariats, nouer des nouvelles chaînes de valeur, n'est-ce pas, à travers le monde, sans
les États-Unis parce que véritablement, les 4 prochaines années seront très erratiques parce que le président Trump, c'est un monsieur qui est très inconstant. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, on ne peut pas se fier à ce qu'il dit. Donc, c'est un ensemble de décisions qui ont été prises sur le pif, en pensant bien faire, mais ne sachant pas que les adversaires se sont déjà préparés auparavant et les mesures, n'est-ce pas, ont été mises en place pour contrecarrer ces décisions-là. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'administration Trump ne sait vraiment pas quoi faire. Ils sont coincés, si on peut dire ainsi. Alors, il y a une question. Comment penser que la Chine ne s'était pas préparée à une telle guerre économique contre les États-Unis? Quand on regarde son projet des ceintures et des routes, on voit que Pékin s'était déjà connecté à un certain nombre de marchés émergents et également de grandes économies mondiales comme l'Allemagne à travers le projet des ceintures et des routes avec notamment le contrôle du port de Hambourg, avec Oui. des conteneurs aujourd'hui capables de partir de Guangzhou jusqu'à Berlin en Allemagne et de continuer en Italie, d'aller même en France, ou alors de repartir vers le Brésil. On voit bien que ce projet des ceintures des routes est une haute connexion commerciale internationale qui relie pratiquement au moins les 3 quarts de la planète à la Chine en tant que centre mondial de production. Alors, on a du mal à comprendre que les spécialistes américains n'avaient pas compris qu'il y avait une préparation du côté de la Chine qui était telle qu'elle pouvait tourner le dos aux États-Unis pour le grand malheur, bien sûr, de l'économie américaine en continuant de doper sa croissance avec ses échanges avec les pays émergents également, avec un certain nombre de puissances mondiales, notamment en Europe, et qu'elle pouvait aussi compter sur son marché intérieur, plus d'1 milliard de consommateurs avec un pouvoir d'achat qu'elle peut remonter à tout moment, notamment en s'appuyant sur les immenses réserves, notamment de devises étrangères qu'elle dispose, notamment le dollar. On se pose la question de savoir comment est-ce que les Américains pouvaient-ils ne pas être au courant. Et pour mieux comprendre, on va rapidement aller en Chine, retrouver Zhao Yuncheng, qui est chercheur à l'Université de commerce international et d'économie de Pékin. Il nous retrouve. Monsieur Lu Sheng, merci à vous de nous retrouver. Alors, votre lecture de cette confrontation ouverte entre les États-Unis et la Chine, et surtout la préparation de Pékin, que pouvez-vous nous en dire? Et expérimenté par plusieurs présidents américains. Hein. Ce n'est pas la première fois utilisé dans l'histoire américaine. Alors ça a duré au moins déjà 20 ans. Hein. Le résultat est là. Le retour de la manufacture n'est pas impossible. Hein. Il faut admettre le fait. C'est toujours possible. Mais, toujours avec un mais, ça coûte trop cher. Hein. Personnellement, je pense que ça coûte trop cher pour les Américains. D'une part, je vous donne un exemple du géant Apple qui veut investir aux États-Unis 500 milliards de US dollars dans les années à venir. Alors, vous pouvez deviner combien d'emplois vont être créés. Seulement 25 000 emplois. Alors là, vous pouvez voir que ça ne vaut pas le coup, bien sûr. Hein. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est est-ce que les ouvriers américains sont prêts, les ouvriers d'aujourd'hui, les Américains, sont prêts d'accepter un bas salaire? Absolument non. Hein. Ma troisième question est où est le réseau des chaînes de valeur, les chaînes d'approvisionnement sur le sol américain? En Chine, les chaînes de valeur sont parfaites, les chaînes sont partout, sont en micro-réseau, en micro-circulation, innombrables. Vous voyez, ça c'est déjà bien établi. Hein. Alors aux États-Unis, il faut refaire, mais ça, bien sûr c'est toujours possible, et ça coûte très très cher et ça prend beaucoup d'années. Ce n'est pas 1 an, 2 ans, même 10 ans, même 15 ans, même 20 ans, hein, vous savez.
Alors, quant à la compétitivité, en fait, la hausse de la compétitivité, c'est pas un concept abstrait, hein, c'est très très concret en fait, avec les différentes variables, différents facteurs de production. Hein, et en plus de l'amont et de l'aval, de toute la procédure de fabrication. Hein. La fabrication sera aussi évidente, hein, quasi impossible pour la hausse significative de la productivité, de la compétitivité des produits américains. Hein, ça ne veut pas dire que c'est pas possible, mais ça coûte trop cher. Il y a une petite hausse de compétitivité, mais par rapport à l'usage des ressources, dans Alors, docteur Eke, je vous retrouve et on vient de suivre notre invité depuis Pékin. On voit toujours qu'il n'y avait pas eu de préparation, selon sa propre lecture, des États-Unis face à cette guerre commerciale avec la Chine. Il a posé une question fondamentale. Est-ce que aux États-Unis, aujourd'hui, il y aurait des Américains capables d'accepter les mêmes salaires qui sont payés en Chine dans les usines chinoises pour fabriquer des produits qui sont consommés aux États-Unis et très facilement achetés jusque-là grâce au pouvoir d'achat américain qui est notamment dopé par le dollar, contrôlé par les États-Unis et notamment et un pouvoir d'achat entretenu aussi par le déficit public de l'État américain qui permet de financer notamment les ménages. Ah, mais écoutez, ce n'est pas possible. Ça dit que le niveau de vie aux États-Unis est tellement élevé, l'un des grands niveaux de vie dans le monde, ce qui fait que les salaires, si il advenait que les gens puissent toucher les salaires que les Chinois touchent, eh ben ça créerait un effet économique incroyable. Où le PIB des États-Unis est très élevé et c'est par rapport au PIB chinois, mais en termes de parité, n'est-ce pas, de parité de pouvoir d'achat, eh bien, les Chinois ont déjà une qualité de vie qui est meilleure en termes de parité de pouvoir d'achat par rapport aux États-Unis. Donc, mais ce qui est important ici, c'est que il a posé une question est-ce que les États-Unis est-ce que les États étaient préparés? Vous avez posé cette question également. Est-ce qu'ils sont préparés? Mais je pense que la préparation ici est difficile à évaluer pour les États-Unis parce qu'effectivement, ils n'ont pas tout accès à la stratégie à la stratégie chinoise. Ils ne savent pas ce que les Chinois ont préparé, ils ne savent pas ce que les Chinois, n'est-ce pas, ont fait nécessairement pour préparer une éventuelle guerre commerciale avec les États-Unis. Je me rappelle pendant l'administration Biden, lorsque la guerre des semi-conducteurs était vraiment à son paroxysme, n'est-ce pas, il y a le ministre, n'est-ce pas, du commerce, je pense, c'était une dame là qui est partie en Chine. Et arrivée en Chine, elle voulait intimer, n'est-ce pas, donner des ordres aux Chinois par rapport au déficit commercial dont on continue à en parler aujourd'hui. Et donc, voulait s'assurer qu'effectivement, les Chinois ne seraient pas capables de fabriquer les secteurs de haute qualité, n'est-ce pas, n'est-ce pas, les entreprises comme TSMC et d'autres qui sont localisées en Hollande, n'est-ce pas, fabriquent. Et donc, vous voulez que les États-Unis gardaient, n'est-ce pas, le leadership par rapport à ces puces-là. Et elle était très désagréablement surprise de se rendre compte qu'effectivement, les Chinois ont déjà atteint ce niveau de compétence-là, parce qu'ils lui ont montré, n'est-ce pas, les puces qu'ils fabriquent déjà, et elle était complètement tombée des nues. Et à l'époque, il y a déjà 1 an, aujourd'hui, les Chinois atteignent le même niveau de performance, n'est-ce pas, par rapport à ces puces-là. Donc, ce qui fait qu'effectivement, on se rend compte que les Américains n'ont pas vraiment l'information, n'est-ce pas, par rapport à ce que font les Chinois. Et donc, ils ne savent pas. C'est un peu comme les Russes. Les Européens ne savaient pas, les Américains et les Européens ne savaient pas le niveau de préparation des Russes. Et donc, quand ils ont lancé leur guerre économique,
leurs sanctions, n'est-ce pas, sur la Russie. La Russie était préparée. La preuve, jusqu'à aujourd'hui, elle tient bien, elle tient bon. Elle a préparé cette guerre pour très longtemps. La même chose pour les Chinois qui ont préparé, n'est-ce pas, cette guerre de tarifs pour très longtemps également. Et donc, jouent leur carte. Ils attendent. C'est eux qui sont, n'est-ce pas, comment on dit, at the receiving end. C'est-à-dire que c'est eux qui reçoivent les attaques. Et donc, ils répondent par rapport aux attaques. Ils ne vont pas d'attaque. C'est ceux qui attaquent qui doivent s'ouvrir. Et lorsque vous attaquez, vous devez vous ouvrir. Et donc, si vous ratez votre punch, vous pouvez en prendre, n'est-ce pas, vous-même. Et on a ce qui se passe. Les États-Unis sont en train de se prendre du punch chinois parce qu'ils ne savaient pas ce que les Chinois leur préparaient. Alors, donc, je pense que on peut spéculer, se dire, bon, comment est-ce qu'une grande puissance comme les États-Unis ne peuvent pas savoir ce que prépare la Chine? C'est vraiment inacceptable. Mais il faut aussi penser au côté idéologique. N'est-ce pas? Trump est venu avec une idéologie, il a quelque chose dans la tête, il a sa personnalité, il a son idéologie, ce qui fait que parfois, comment on va dire, ça leur voile la face. C'est-à-dire qu'ils ne regardent pas du bon côté parce qu'ils sont subjugués par l'idéologie à un moment donné. Ce qui fait qu'effectivement, même s'il y avait des experts qui savaient exactement ce qui se passait au niveau de la Chine, eh bien, ces experts ne sont pas nécessairement des experts vers qui l'administration Trump va pour avoir ces informations. Parce que lorsque on vous dit que si vous prenez une telle décision, voici l'impact négatif que ça aura sur le pays, et que vous voyez que cette information peut vous empêcher de prendre la décision que vous voulez prendre, et que dans tous les cas, vous voulez prendre cette décision, eh bien, vous allez faire fi, n'est-ce pas, de l'avis de cet expert. C'est ce qui s'est passé avec la guerre en Irak, par exemple. On se rappelle, lorsque les Nations Unies ont dit qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak, eh bien, ils ont concocté, n'est-ce pas, une histoire pour faire leur guerre en Irak. C'est ça. C'est un peu ça ce qui se passe aussi sur le plan économique. C'est qu'il y a des gens qui leur disent, ne faites pas ceci parce que si vous faites cela, la Chine est préparée, elle va riposter et c'est nous qui allons prendre à la figure. Mais comme ça ne sied pas à l'idéologie, n'est-ce pas, au programme ou à la pensée du président Trump, eh bien, il écarte ce type de conseil-là. Et les conséquences sont ce qu'on voit aujourd'hui sur les marchés financiers, sur tous les domaines de la vie sociale aux États-Unis aujourd'hui, n'est-ce pas? Trump est au plus bas dans les sondages. On redoute également, il y a des entreprises comme des entreprises, n'est-ce pas, qui produisent, qui vendent des produits de commodité, n'est-ce pas, que la population utilise au jour le jour. Eh ben, il y a eu une rencontre avec, n'est-ce pas, avec ces patrons d'entreprise là et le président Trump, qui lui ont dit la vérité. Il lui dit que dans les 2 semaines qui suivent, on risque d'avoir un manque de ces produits sur le marché et ça va créer beaucoup de désordre n'est-ce pas, sur le plan social. Et là, il s'inquiète effectivement. C'est pour ça qu'il essaie de faire venir, n'est-ce pas, de faire venir les Chinois pour qu'il y ait une conversation. Mais les Chinois sont fermes. Ils disent qu'ils ne communiquent pas. En tout cas, ils ne négocient pas avec les États-Unis tant qu'il n'y a pas de respect, tant qu'il n'y a pas de traitement égal à égal, n'est-ce pas, par rapport à cette situation de tarifs. Donc, pour répondre à votre question, M. Fondop, et les États-Unis n'ont pas vu venir cette guerre, cette préparation chinoise parce que elle n'a pas voulu écouter les bons experts, parce qu'il y a l'idéologie, n'est-ce pas, qui entre en jeu également et qui les oblige à ne pas écouter les bons avis ou alors les avis qui sont contraires à leur point de vue. Et il y a également le fait que Trump est venu avec un programme bien ficelé pour tordre le cou à la Chine et démontrer au monde entier que la Chine, n'est-ce pas, est le grand problème des États-Unis, alors que la Chine ne fait que faire son commerce par rapport aux règles, n'est-ce pas, qui sont décidées par l'Organisation mondiale du commerce. Donc, voilà un petit peu comment je peux répondre à votre question. Et un autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est que la Chine n'a réellement pas encore commencé à utiliser tout ce qu'elle peut avoir comme moyen de pression ou alors comme arme contre les États-Unis. Si on jette un coup d'œil, docteur Eke, sur les bons du Trésor américain qui sont détenus par la Chine, on parle de 775 milliards de dollars de bons de Trésor. Alors imaginez un seul instant si les Chinois décidaient de mettre tous ces bons de Trésor au même moment sur les marchés financiers, notamment américains. Alors il deviendrait presque impossible pour l'État américain de s'endetter le même jour. Sa note serait dégradée très rapidement et les taux d'intérêt explorerait pour les États-Unis. Ce serait une vraie catastrophe. Est-ce que
Réellement, les Américains ont conscience d'une telle possibilité quand ils font pression sur la Chine actuellement? Ah, c'est une bonne question. Je sais pas s'ils prennent conscience de cela ou pas, ou alors ils s'en foutent. Parce que, évidemment, le dollar est encore la monnaie de réserve la plus utilisée dans le monde. Donc, ce qui fait qu'ils se disent que, bon, ils ont encore des petits leviers. Je crois que le ministre du Trésor américain disait l'autre jour que tout est sur la table au cas où les Chinois advenaient à prendre cette décision de pouvoir se séparer, n'est-ce pas, de ces bons du Trésor américain, effectivement. Il pensait à pouvoir faire partir, n'est-ce pas, les entreprises américaines de la bourse de New York ou des bourses américaines en général. Bref, il y a un certain nombre de décisions qu'il n'a pas évidemment mentionné, qu'ils sont en train de réfléchir, sur lesquelles ils sont en train de réfléchir. Mais je pense que c'est juste pour voir la face, parce que l'impact économique, c'est la catastrophique. Tout le monde le comprend. Parce que le dollar lui-même est en chute libre en ce moment. C'est vrai qu'il a un peu repris du poids de la bête hier, mais il est complètement au plus bas. Et si, parce que le Japon détient environ 1000 milliards, n'est-ce pas, de la dette américaine, suivi par la Chine environ 760, 800, environ 800 milliards. Et voilà, donc tous ces deux pays-là, si ces tarifs continuent, cette guerre de tarifs continue à escalader, n'est-ce pas, ils peuvent se retrouver dans l'obligation de pouvoir commencer à jouer sur ce terrain. Mais je pense que c'est la dernière cartouche. Je crois qu'il ne faudrait pas. Dans une guerre, il y a des étapes. Il y a des étapes. Au fur et à mesure qu'on avance, on utilise des stratégies différentes. Mais je pense que tel que Trump est en train de vouloir rétro-pédaler, on se rend compte qu'effectivement, le marché lui a vraiment fait peur énormément, et tous les milliardaires qui sont autour de lui ont perdu énormément d'argent. Ici, je pense à Elon Musk, n'est-ce pas, qui a perdu énormément d'argent avec son entreprise Tesla, et d'autres milliardaires qui ont perdu énormément d'argent et qui mettent énormément de pression sur le gouvernement en ce moment pour, n'est-ce pas, revenir sur toutes ces décisions de tarifs là, parce que honnêtement, les États-Unis n'avaient pas besoin de ça. Trump est arrivé, l'économie allait bien, la Réserve fédérale, le président de la Réserve fédérale, n'est-ce pas, essayer de contrôler, n'est-ce pas, l'inflation du mieux qu'il pouvait, et subitement Trump arrive et prend des décisions à l'indiquer, à l'emporte-pièce, ce qui fait qu'effectivement, même les pressions que Trump a mis hier sur le président de la Réserve fédérale pour baisser les taux d'intérêt, eh bien, il est obligé maintenant de rabattre son caquet, comme on dit, c'est-à-dire de se taire par rapport à ça, parce que le public américain apprécie. Surtout que M. Powell a été mis à la tête de la Réserve fédérale par Trump lui-même. C'est Trump qui l'a nommé à la Réserve fédérale quand il était dans son premier mandat, et le président Biden l'a gardé. Donc, et les décisions qu'il a prises jusqu'à présent étaient bonnes pour l'économie américaine. Et donc, ça n'a pas de sens ce que Trump est en train de faire, de le menacer, n'est-ce pas, de vouloir le virer, etc. Parce qu'il ne fait pas ce qu'il veut. La Fed est supposée être indépendante et ne fonctionne pas par rapport aux desiderata du président américain. Non, parce que les réalités politiques ne sont pas les réalités économiques. Voilà, donc ce qui fait qu'effectivement, il doit se mettre à l'écart. Et je pense qu'on le lui a dit, et il a arrêté, n'est-ce pas, de s'attaquer au président de la Fed. Donc, c'est ça. C'est pour dire qu'effectivement, les États-Unis fonctionnent vraiment sur, n'est-ce pas, un modèle qui est aujourd'hui en train d'être dépassé. On regarde le monde aujourd'hui en termes de partenaires sûrs, n'est-ce pas. Il y a les BRICS qui existent aujourd'hui, n'est-ce pas, un ensemble environ 31% du PIB mondial aujourd'hui par rapport au G20. Au G7, par exemple, au G7 qui est environ dans les 20%. Et donc, en termes de population mondiale, c'est plus de la moitié de la population mondiale, n'est-ce pas, les BRICS. Et donc, alors que la population du G7, c'est à peine, même pas 20%. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, les choses sont en train de changer doucement, mais il y a des politiciens qui n'ont pas encore, n'est-ce pas, comment dire, leur système, n'est-ce pas, de penser, parce qu'ils pensent comme au 19e siècle ou comme au 20e siècle, alors que nous sommes au 21e et que les données ont changé de façon significative et à des vitesses, n'est-ce pas, très élevées aujourd'hui, surtout avec l'intelligence artificielle et le monde global, comme on le dit aujourd'hui. Donc, tout se connaît, tout se sait, et les transformations se font à la vitesse de la lumière. On a vu, par exemple, au niveau de l'intelligence artificielle,
un domaine où les États-Unis pensaient pouvoir être dominants sur ce marché-là, mais qui a été très, très, très vite rattrapé par une petite entreprise chinoise pour à peine quelques millions, n'est-ce pas, qui s'appelle DeepSeek, qui a remis en cause, n'est-ce pas, l'hégémonie de ces entreprises américaines qui fonctionnent à coût de milliards de dollars. Donc, honnêtement, c'est un peu ça le monde aujourd'hui, et Trump et ses acolytes ne sont pas encore à la page, n'est-ce pas, de la nouvelle économie mondiale aujourd'hui. Voilà. Alors, docteur Eke, est-ce qu'on va dire que c'est la décadence des États-Unis qui serait amorcée si jamais le président Donald Trump restait sur la ligne politique qu'il suit actuellement à coup de sanctions contre, à coup de droits de douane sur les principaux partenaires économiques des États-Unis, et également à coup d'une recentralisation, voilà, des États-Unis sur elles-mêmes, alors qu'on sait bien que l'hégémonie mondiale américaine a permis à l'Amérique de s'enrichir massivement. On peut le voir notamment à travers l'hégémonie du dollar, le fait d'être capable d'avoir une monnaie qui est reconnue, acceptée de tous, et qu'on peut produire quand on veut, et donc être capable de donner du pouvoir d'achat à ces populations en temps voulu. On a vu que l'Amérique s'est beaucoup enrichie pendant qu'elle contrôlait l'ordre mondial. Alors le fait de vouloir faire en sorte que l'Amérique se referme sur elle-même, comme c'est le cas actuellement, et qu'elle recommence une industrialisation qui aurait dû être pensée au moins 40, voire 50 années plus tôt, est-ce que tout cela n'est pas, si jamais une telle approche est maintenue, ne pousserait pas les Américains plutôt dans une phase de décadence, avec une réorganisation notamment du monde, voilà, autour d'une production, d'une globalisation économique qui, cette fois-là, se ferait en dehors des États-Unis? Vous savez que tous les empires, n'est-ce pas, qui ont existé sur cette terre, ils naissent, ils atteignent leur apogée et puis ils déclinent. C'est un cycle. C'est même dans les affaires en train d'entreprise. Ils appellent ça business cycle. C'est la même chose pour les empires. C'est-à-dire que vous naissez, vous êtes une start-up, dans le cas d'une entreprise. La start-up travaille et se met en position de pouvoir être en position de croissance. Dans la période de croissance, elle engrange beaucoup d'argent, beaucoup de clients, etc. Elle atteint un apogée où elle n'arrive plus à dépasser un certain seuil. Et elle se maintient pendant un moment, n'est-ce pas, à ce niveau. Et après, on observe évidemment l'entreprise commence à péricliter, à décliner. Donc, il en est de même de la vie, n'est-ce pas? On commence comme un bébé, on rampe, après on se lève, on marche, et après on court. Après, n'est-ce pas, on court et puis on prend de l'âge, on se marie, on fait des enfants, et puis on devient, on atteint un certain âge de seniorité, et puis on décline, notre santé décline, et puis un, deux, trois, on se retrouve sous terre. C'est un peu ça la vie, c'est la vie en général, c'est juste naturel. On ne peut rien faire contre cela. Alors, quand on observe l'économie américaine, n'est-ce pas, à la grille des changements qu'on a observé depuis ces 5 dernières années, pratiquement, on va dire qu'effectivement, on est tenté de dire que les États-Unis et l'Occident en général sont en train d'entrer dans une phase de déclin, parce que véritablement, tous ces pays sont extrêmement endettés et donc ont très peu de marge de manœuvre, n'est-ce pas, pour la croissance dans les valeurs, n'est-ce pas, de ces pays-là ont commencé à être mises en berne depuis un certain temps, n'est-ce pas, les valeurs économiques, les valeurs sociales, les valeurs morales, n'est-ce pas, qui ont conduit ces grands pays à atteindre, n'est-ce pas, le niveau économique, financier et militaire même d'ailleurs qu'ils avaient. On observe que tous ces pays-là sont dans une situation très, très, très difficile. Les marges de manœuvre qu'ils avaient, n'est-ce pas, ils ne les ont plus, ou alors ces marges de manœuvre s'amenuisent au fil du temps. Et il faut regarder la guerre en Ukraine pour voir qu'effectivement, sur le plan militaire, eh bien, les États-Unis et l'Occident sont complètement n'est-ce pas, ils ne savent plus quoi faire, ils n'ont plus de réponse par rapport à, n'est-ce pas, à la Russie. Et sur le plan économique, la Chine est en train de démontrer là devant nous, pendant qu'on observe, n'est-ce pas, on regarde ça à la télévision, comme on dit en Mondio Vision, on observe comment les États-Unis sont en train d'être incapables de pouvoir, n'est-ce pas, faire plier la Chine. Et donc, tout le monde entier se rallie plutôt vers la Chine, la plupart des pays, même les pays européens qui sont normalement les alliés des Américains, se sont tous tournés vers la Chine et ont dit aux Américains, non, on n'est pas avec vous sur ce terrain-là.
Donc, compte que la force de persuasion des États-Unis, n'est-ce pas, le mode opératoire des États-Unis est contesté aujourd'hui. Et pour dire que simplement, les États-Unis ont atteint un niveau où ils ne font plus peur, comme ils le faisaient par le passé. Ils continuent à faire peur aux petits pays en Afrique, etc. Récemment, j'ai appris que, n'est-ce pas, le président, le général de Africom, n'est-ce pas, c'en est pris au président du Burkina. Voilà le niveau des États-Unis sont aujourd'hui. Ils sont un pays qui n'a vraiment aucune puissance, aucun impact réel sur l'économie mondiale ou sur n'est-ce pas, une menace quelconque des États-Unis. Voilà le niveau où les États-Unis sont rendus à aller attaquer un pays comme le Burkina qui se débrouille à se stabiliser sur le plan économique et sur le plan social, avec une lutte contre les terroristes qui sont payés, qui sont financés par ces mêmes États-Unis. On le sait aujourd'hui, les États-Unis financent ces pays-là avec les pays européens. Donc, honnêtement, c'est pour vous dire effectivement que si on en est à ce point, c'est parce qu'effectivement, les États-Unis ne savent plus, n'est-ce pas, à qui faire peur, n'est-ce pas, serrer le monde. Et avec les leaders qu'on a aujourd'hui, avec le président Trump, et avant ça, le président Obama, le président, et avant lui, je veux dire, le président Biden, n'est-ce pas, et avant lui, le président Obama. Donc, toutes ces décisions qui ont été prises de façon alambiquée pendant les dernières décennies, n'est-ce pas, on les paye cash aujourd'hui. Et si cette guerre de tarifs avec la Chine, je pense que ce n'est que le premier, le premier sabre, le premier coup de feu, parce que je pense qu'il y en aura de plusieurs qui viendront avec l'avenir et on verra ce que ça va donner. Mais on peut sans se tromper qu'on observe déjà, n'est-ce pas, les États-Unis en train de péricliter, une pente descendante. Et c'est ça qui leur fait peur, d'ailleurs, parce que vous savez, quand vous commencez à vieillir, parfois, vous avez peur de perdre, n'est-ce pas, le contrôle que vous avez sur votre famille. Et c'est la même chose avec les États-Unis qui se rendent compte que, n'est-ce pas, ils perdent déjà le contrôle par rapport à la marche du monde. Les gens ne les veulent plus les écouter. Et ce qui fait qu'effectivement, ça pose problème. Voilà. Docteur Achilleke, les Européens, dans leur conception des relations avec la Chine, rappelaient que l'Union européenne également a un déficit commercial vis-à-vis de la Chine, mais elle compte redresser la situation, non pas comme les Américains en allant dans une guerre commerciale comme ce que nous vivons actuellement. Elle veut plutôt aller progressivement en redemandant à la Chine de transférer un certain nombre de technologies, notamment vers l'Europe, comme cela fut le cas à l'époque quand l'Europe également avait transféré un certain nombre de technologies vers la Chine, notamment à la recherche de la main-d'œuvre bon marché pour produire toutes ces richesses qui ont circulé dans le monde entier et fait d'ailleurs la richesse de nombreuses personnes dans le monde entier. Alors, les Européens pensent qu'il faut donc qu'il faut se considérer maintenant plutôt comme étant des pays émergents. On a suivi l'autre jour un ministre français dire « Nous sommes actuellement… » dire les émergents, c'est nous, Européens aujourd'hui. Donc avec la Chine, on va aller dans le sens plutôt d'une négociation progressive, de la séduire pour qu'elle retransfère un certain nombre de compétences et de technologies sur le sol européen afin qu'on puisse rééquilibrer un tout petit peu la balance commerciale. Est-ce que de votre point de vue, cette approche-là est la bonne? Ou alors ont-ils d'autres leviers pour pouvoir également réduire leur déficit commercial vis-à-vis de la Chine? Oui, le déficit commercial est né du simple fait que, en termes de produits que la Chine vend, que les Européens ont besoin, n'est-ce pas, les produits dont les populations européennes ou américaines ont besoin, et bien ces produits se trouvent en Chine et il se trouve qu'ils sont moins chers en Chine, ils sont fabriqués, n'est-ce pas, en Chine, et donc leur pays, n'est-ce pas, pour des raisons de coûts prohibitifs, les entreprises de ces pays-là ont décidé d'aller plutôt s'installer en Chine parce que le coût, n'est-ce pas, le coût de fabrication de ces produits-là revient moins cher et ça leur permet de faire des profits exorbitants. Si on regarde sur le plan des portables Apple, alors un téléphone Apple fabriqué en Chine, ça revient à combien? Même pas $50. Mais c'est à 1000 et poussières de dollars. Vous voyez, les États-Unis. Alors, et en plus, ils ne paient même pas les taxes aux États-Unis puisqu'ils sont enregistrés en Irlande. Et en Irlande, et je pense qu'ils font juste
juste une petite taxe là-bas et c'est tout. Donc, ils ont tellement, n'est-ce pas, comment dire, comme dit game le système, c'est-à-dire ils ont joué avec le système, ils ont contourné le système, toutes ces grandes entreprises américaines, européennes ont contourné le système et s'enrichissent de façon, n'est-ce pas, exorbitante sur le dos n'est-ce pas, des peuples. Et donc, c'est eux qui appauvrissent le peuple. Comment une entreprise comme Apple, elle seule a une à 3 000 milliards de dollars, qui est à peu près le PIB de la France. Une seule entreprise. Et elles sont comme ça nombreuses. Vous voyez? Donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens qu'une entreprise de cette capitalisation boursière de cette envergure. C'est énorme. Pourquoi est-ce qu'ils prennent ces décisions? Pourquoi est-ce qu'ils font ces choses-là alors qu'ils peuvent gérer leur pays de façon à ce que tout le monde gagne, tout le monde, toute la société, hein? Toute la société profite du génie, de la créativité américaine, de la créativité européenne. Non, ils veulent tout pour eux. C'est le capitalisme à outrance qui est le problème. C'est le système capitaliste à outrance qu'il faut revoir. Il ne faudrait pas un système moyen, un système, n'est-ce pas, qui serait je veux dire, moins dominateur, moins rigide, n'est-ce pas, par rapport n'est-ce pas, au système américain, là, parce que véritablement, c'est ça qui fait problème. Les gens qui font, n'est-ce pas, les affaires s'enrichissent énormément, et au fur et à mesure, et ils fixent leur prix comme ils veulent. Rien ne les empêche de décider qu'un téléphone qui est fabriqué en Chine, environ, disons, 10, 20, 15 dollars ou même 50 dollars, n'est-ce pas, est vendu à 1000 dollars, 1200 dollars. Mais c'est impossible. C'est des choses qui sont tables. C'est comme ces entreprises ne payent même pas de taxes dans leur pays. Comment est-ce que la société peut se développer lorsque tout le monde veut, n'est-ce pas, veut s'enrichir et tout seul? Ça ne peut pas marcher. Donc, il y a ces valeurs que je disais, les Américains ont perdu certaines valeurs qu'ils avaient, les Européens également. Et donc, ils essaient de faire en amadouant la Chine, en essayant de demander à la Chine de venir faire ce transfert de technologie, mais eux-mêmes ne l'ont pas vraiment fait. C'est-à-dire qu'il y a des technologies stratégiques qu'on ne transfère pas. Et il y a des technologies, eux-mêmes l'ont dit plusieurs fois, qu'il y a des choses qui ne peuvent pas permettre à la Chine d'avoir accès. Mais la Chine se débrouille, la Chine se bat et utilise son génie pour pouvoir arriver à contourner, n'est-ce pas, ces barrières commerciales, ces difficultés à venir la technologie, n'est-ce pas, dernier cri, on a parlé par exemple des puces, n'est-ce pas, des puces, n'est-ce pas, de dernière génération qu'on utilise dans l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui ont été, n'est-ce pas, bannies, n'est-ce pas, en termes de vente à la Chine. Alors la Chine s'est débrouillée, n'est-ce pas, à fabriquer, à utiliser, pour arriver à pouvoir contourner, n'est-ce pas, ce banc-là. Donc ça veut dire que les Européens, ce qu'ils font, c'est essayer d'utiliser le chemin le plus court, c'est-à-dire aller demander, aller s'agenouiller, mais ils savent, les Chinois savent qu'effectivement, ça ne peut pas marcher comme ça. Ce n'est pas de cette façon que faire. Ce qui veut dire qu'effectivement, les Européens doivent faire le même effort, fournir le même effort en termes de formation, en termes de, n'est-ce pas, de création, n'est-ce pas, de la valeur dans leurs États, comme l'a fait la Chine ces 30 dernières années, n'est-ce pas? Et ce qui veut dire qu'effectivement, il va falloir qu'ils investissent énormément, mais en investissant, il va falloir choisir quelles sont les priorités. Parce que dans les pays super endettés comme la France, les États-Unis et tous ces pays d'Europe là, eh bien, qu'est-ce qu'il faut choisir? Quel est le secteur qu'il va falloir, n'est-ce pas, sur lequel il va falloir se concentrer pour pouvoir créer de la valeur, augmenter, n'est-ce pas, la croissance, pour qu'on puisse dégager, donc, n'est-ce pas, des réserves financières qui peuvent permettre donc de pouvoir investir. Eh bien, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Et donc, ces sociétés sont en train de décliner, comme on l'observe. Et je ne pense pas que c'est en faisant un appel de pied à la Chine que ça va résoudre quoi que ce soit. Parce que les Européens et les Américains ne produisent plus. Ils se contentent tout simplement des services. Tout ce qui se passe en Europe et aux États-Unis, c'est la création de la valeur à travers les services. Alors, c'est bien, mais il faut à un moment donné produire, il faut à un moment donné fabriquer. Ils l'ont fait dans leur époque de gloire. Hein? On connaît comment, n'est-ce pas, tous ces pays-là sont arrivés là où ils sont.
dans les pays de gloire, ils ont fabriqué des voitures, ils ont fabriqué des avions, ils ont toutes sortes de choses qui sont exactement fabriquées en Chine. Mais simplement, la Chine est plus puissante, elle a un marché interne de 1,5 milliard d'habitants. Il y a l'Inde à côté qui est également dans les 1,8 milliard d'habitants. Il y a tous ces pays de l'Asie du Sud-Est qui sont tout ce marché qui est, n'est-ce pas, à la disposition, n'est-ce pas, de la Chine pour pouvoir, n'est-ce pas, faire du commerce, etc. Et le monde entier n'a pas oublié, n'est-ce pas, la domination européenne, notamment à travers, n'est-ce pas, leur façon de faire des affaires, leur façon de brimer les pays, des façons de prendre de façon gratuite les ressources naturelles des pays, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Sud, un peu partout dans le monde, les guerres qu'ils créent tout le temps pour essayer de dominer le monde. Donc, les gens n'ont pas la coup de mémoire, ils se disent que ces gens, c'est vrai qu'ils sont au pied du mur, mais il va falloir faire attention avec eux, parce que ce sont des gens qui ont toujours une carte dans leur poche. Donc, en tout cas, en ce qui concerne les panafricanistes comme nous autres, je pense que ils devront, on peut laisser ces pays-là se débrouiller tout seuls, mais ne seront jamais considérés comme des pays émergents. Non, ça, il faut pas se leurrer. Ces pays ne sont pas des pays comme ou bien comme l'Afrique du Sud ou le Nigeria ou l'Algérie, je sais pas comment. Non, ce sont des pays développés. Simplement, ils sont en perte de vitesse sur tous les aspects, sur tous les aspects qu'on le connaissait. Et ils doivent simplement se débrouiller à pouvoir changer de logiciel, comme on dit, changer de façon de voir, changer leur mode de fonctionnement pour vivre à l'ère n'est-ce pas, à l'ère nouvelle aujourd'hui. Alors, docteur Eke, on dit parfois qu'on demande beaucoup plus pour obtenir beaucoup moins. Est-ce qu'on va dire que, in fine, c'est ce que cherche Donald Trump, mettre la pression totale, mettre le maximum de pression, mais en réalité pour obtenir un résultat qui peut être très très loin de la pression qui a été engagée. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Donald Trump réussisse ou alors soit satisfait au terme de ce bras de fer avec la Chine, même d'une réduction même simple de quelques milliers de milliards de dollars du déficit commercial avec la Chine? Pensez-vous qu'on peut cheminer vers cela? Oui, mais le déficit avec les États-Unis, avec la Chine, ça provient du fait que les Américains achètent énormément de produits qui viennent de la Chine. Les Américains, n'est-ce pas, produits en Chine. C'est ça. Ils ont délocalisé leurs entreprises vers la Chine. Ce n'est pas la Chine qui les force à consommer les produits américains. Je veux dire, à consommer leurs produits. Non. La Chine les a même forcés à venir implanter leurs entreprises chez eux, qui ont choisi d'utiliser parce que le coût, n'est-ce pas, de l'emploi dans ces pays exorbitants est élevé. Là, ces produits n'ont pas assez de profit. Alors, comme ils sont des capitalistes, ils ont délocalisé leurs entreprises vers la Chine où la main-d'œuvre est moins chère et donc qui leur permet de pouvoir faire énormément de profit. C'est leur choix. Maintenant, s'ils décident de rentrer et de pouvoir, n'est-ce pas, investir chez eux, implanter les entreprises chez eux, évidemment avec les salaires, n'est-ce pas, qui sont prohibitifs, qui sont élevés aux États-Unis, et de pouvoir perdre en termes de prix, eh bien, ce serait une décision courageuse. Mais est-ce que les capitalistes voient ces choses comme ça? Non. Les capitalistes ne veulent pas perdre $1, même pas un demi-dollar. Ils vont continuer à garder leurs entreprises en Chine pour avoir la main-d'œuvre moins chère, pour que le produit coûte moins cher et puis la vente aux États-Unis puisse leur rapporter beaucoup d'argent. C'est ça qui crée le déficit. Ce n'est pas la Chine qui est à l'origine de cela, c'est eux. Donc, moi, je pense que le président Trump doit plutôt se vers les investisseurs américains, vers les entrepreneurs américains, leur dire, écoutez, il va falloir, n'est-ce pas, que vous délocalisiez ici, on vous donne des avantages fiscaux de toute nature pour vous relocaliser ici et donc commencer, n'est-ce pas, à réindustrialiser le pays. C'est ça. Au lieu d'attaquer la Chine n'a rien à y voir. La Chine a simplement des structures en place pour fabriquer ces produits-là avec un coût de travail qui est moins cher. Les États-Unis doivent donc faire de même, essayer de voir s'ils peuvent convaincre la population de prendre des salaires minimum, n'est-ce pas, des salaires peut-être pas aussi bas que ceux mais en tout cas de perdre du pouvoir d'achat. S'ils doivent
s'ils doivent, n'est-ce pas, reconquérir leur marché intérieur et fabriquer des produits que consomme leur population. S'ils ne font pas ce genre de décisions, s'ils ne prennent pas des décisions douloureuses, eh bien, ça ne va pas se passer. Ça va pas se passer comme ça. Donc, moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et on fait un autre constat, c'est que les produits américains vont coûter beaucoup plus cher prochainement parce que une entreprise comme Apple, par exemple, ne peut pas répercuter les 145% de droits de douane imposés sur ces produits qui retournent aux États, qui sont fabriqués en Chine et qui doivent parfois repasser par les États-Unis pour le parti dans d'autres pays du monde, ou alors qui doivent être commercialisés aux États-Unis. Ils ne peuvent pas remettre tout cela uniquement sur la tête du consommateur américain. Alors, beaucoup de spécialistes disent qu'ils vont être tentés plutôt d'éparpiller cela pour que ce soit plutôt pour avoir des compensations globales et faire en sorte que finalement, ils ne soient pas trop moins compétitifs aux États-Unis du fait des prix extrêmement élevés. Alors, est-ce que vous pensez que finalement, c'est le monde entier qui va payer le prix de ces droits de douane sur les produits fabriqués par les entreprises américaines en Chine et qui sont réexportés dans le monde? Non, pas nécessairement. La Chine continue avec tous les autres pays du monde. Ils n'ont pas de tarifs entre la Chine et ces pays-là. C'est les États-Unis qui imposent des tarifs pour tous ceux qui vendent leurs produits aux États-Unis. C'est ça. Donc, si vous avez, par exemple, il y a des pays africains qui ont des tarifs qui sont aussi 45 pour 50% pour certains pays. Mais c'est 50% d'un pourcentage de produits que ces pays-là vendent aux États-Unis. Vous voyez, si vous vendez, par exemple, du coton aux États-Unis, disons que vous avez 5% de votre coton, de votre production de coton qui est vendue aux États-Unis, eh bien, ce sont ces 5% qui seront taxés à 45 ou à 50%, d'après ce que d'après les tarifs de Trump. Vous voyez, donc ce n'est pas toute votre économie qui sera vraiment impactée. Donc, ça va dépendre du volume de transactions que vous avez entre vous et les États-Unis. Alors, donc, ce qui fait que, effectivement, si les États-Unis décident que, si les américaines, n'est-ce pas, les GAFA, comme on dit, décident qu'effectivement, ils vont désormais fabriquer leurs produits sur le plan national, c'est-à-dire localement, et ils sont prêts à perdre, n'est-ce pas, parce qu'effectivement, en le faisant, les coûts prohibitifs, n'est-ce pas, de l'emploi dans nos États, dans ces pays-là, ils n'auront pas le même profit. Bon, est-ce que Trump peut les amener à pouvoir de façon de voir les choses? Ce sera difficile. Ce sera très difficile parce que vous avez des actionnaires qui sont là, qui sont habitués à un certain nombre de profits et qui ne vont pas permettre à ce que ces profits disparaissent du jour au lendemain. Même si c'est pour... non, vous voyez, c'est ça le problème. Mais il devra travailler. Il ne peut pas faire l'économie de ce travail-là. C'est-à-dire réunir autour de lui tous ces grands entrepreneurs, toutes ces grandes entreprises et leur dire, écoutez, il va falloir que vous fassiez du sacrifice. N'est-ce pas, qu'on essaie, vous avez gagné beaucoup d'argent, n'est-ce pas, ces 20, ces 30, ces 40 dernières années avec vos produits. Eh bien, faites un sacrifice, revenez, rouvrir vos entreprises, n'est-ce pas, aux États-Unis et puis payez les entreprises, payez vos employés comme ça se doit et puis faites des profits qui sont nécessaires, n'est-ce pas, c'est vrai que ce ne sera pas la même chose que ce que vous avez fait avec la Chine, mais ça permet au moins de la domination américaine, n'est-ce pas, ou alors d'équilibrer les échanges commerciaux entre les États-Unis et le reste du monde. C'est ça le problème. Lorsque vous ne vendez plus rien, que vous achetez, vous consommez simplement, eh bien, c'est normal que la balance commerciale soit déficitaire avec les autres pays. Bon, évidemment, il y a des produits ici qui ont plus de valeur, notamment, n'est-ce pas, on a parlé des puces tout à l'heure, on a parlé comment dire, des produits comme le pétrole, des produits, les terres rares, des choses comme ça. Il y a des produits qui sont très peu commercialisés en termes de volume, mais qui peuvent également permettre au pays de pouvoir essayer de rééquilibrer sur la balance commerciale. Mais en termes de quantité, en termes de quantité de biens et de transactions, c'est très difficile de pouvoir compétir avec la Chine dans tout le monde entier, puisque c'est la Chine qui est carrément, n'est-ce pas, le fabricant de toute la planète. Voyez-vous, donc c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas faire l'économie
de travailler avec les entrepreneurs américains qui veulent perdre quand même un peu de profit, mais installer les entreprises aux États-Unis, éviter donc que les États-Unis dépendent complètement des produits chinois, n'est-ce pas, qu'ils n'apprécient pas beaucoup en termes de déficit commercial. Voilà. Merci, merci beaucoup, docteur Achille Eke. Vous êtes aux États-Unis, voilà, vous suivez tout ça de très près. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir apporté toutes ces clarifications qui nous permettent d'avoir une vue assez nette de l'évolution de ce rapport de force qui se dresse entre la Chine et les États-Unis. Et pour sortir, je vous demanderai à combien est-ce qu'un œuf est vendu ce matin aux États-Unis? Alors, je sais qu'il y a les palettes, les plateaux de 12 œufs se vendaient environ à 3-4 dollars, mais ils sont dans les 12 aujourd'hui. Dans les 12, ça dépend, hein, 15 fois. Donc, c'est ça. C'est un exemple, n'est-ce pas, de situation qui va bientôt arriver et ça va se généraliser sur beaucoup de produits. Parce que même si Trump décide de ramener à zéro, eh ben, n'est-ce pas, les produits qui devaient être envoyés normalement de la Chine pour atteindre les États-Unis, qui prennent environ 30 jours pour certains, 50 autres, dépendamment de la position, n'est-ce pas, que ce soit en Californie ou que ce soit, n'est-ce pas, à Washington, eh bien, il y aura du retard et ça fait que ces produits-là n'ont pas été acheminés à temps et donc ça va faire qu'il y aura des pénuries dans plusieurs secteurs très tôt. Mais on n'est même pas à ce stade-là. On est encore au stade où il n'y a même pas de conversation de la Chine et l'Amérique à ceci. Même si Trump clame qu'il y a des conversations qui se passent, les Chinois disent qu'il n'y a aucune conversation qui se passe. Donc, ça veut dire qu'on on va véritablement vivre, n'est-ce pas, cette situation de plein fouet au cours du mois de et là, je crois qu'on reviendra ici pour en parler parce que ça va être beaucoup de dégâts sociaux et là, ce ne sera pas bon pour l'administration Trump. Je ne vous ai pas entendu. Merci aux téléspectateurs de la télévision panafricaine Afrique Média. Restez connectés, nous reviendrons beaucoup plus tard avec d'autres éditions pour vous permettre d'avoir une vue chaque jour assez nette de l'actualité, qu'elle soit du continent ou alors du monde, avec un sujet comme celui que nous venons d'aborder autour des tensions économiques qui se poursuivent entre la Chine et les États-Unis. Restez connectés sur les antennes de la chaîne panafricaine Afrique Média.